On travaille avec des hommes et des femmes, mais on travaille davantage qu'avec des institutions. Il faut être long-termiste, il faut être marathonien, il ne faut pas être un sprinter. Il faut être porté par le long terme. Au même titre qu'on parle d'un capital patient, il faut un professionnel patient. Qu'un véritable manager prépare ses successions. Un véritable manager a le souci des futures générations de managers. Ce n'est pas quelqu'un qui s'enferme dans l'ego. Bienvenue dans Success Conversation. L'objectif de ces vidéos est de vous éclairer, de vous inspirer, de vous aider à réaliser vos rêves et aller vers la meilleure version de vous-même. Incontournable numéro 2 de BMCE Bank of Africa, Brahim Benjeloun Twimi illustre bien sa fidélité en rendant tout d'abord un hommage à M. Othman Benjeloun dès qu'on aborde son parcours de 30 ans au sein du groupe. Docteur en monnaie, finance et banque de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Brahim Benjeloun Twimi est administrateur directeur général exécutif du groupe BMCE Bank depuis 2010 et président du groupe Bank of Africa depuis 2015. Il a débuté sa carrière en France sur les marchés financiers et il rejoint BMCE Bank en 90 où il met notamment en place, à travers des filiales, des activités d'intermédiation boursière et de gestion d'actifs. Il représente un groupe considéré par le Fonds monétaire international comme un groupe panafricain présent dans 32 pays, dont 20 en Afrique, dont le Maroc, présidé par M. Othman Benjeloun. C'est aussi l'une des rares institutions au Maroc, mais également en Afrique, qui, hormis son rapport légal d'activité, publie un rapport de développement durable illustrant la portée des actions qu'entreprend le groupe Bank of Africa en faveur de l'entrepreneuriat social. En effet, le groupe promeut depuis 10 ans un observatoire de l'entrepreneuriat en soutenant l'émergence d'entreprises sociales pérennes à fort impact social à travers un dispositif public et gratuit d'accompagnement, d'orientation et de conseil aux entreprises et aux porteurs d'idées. Nous comprenons ainsi mieux la rétention toutes ces années de Brahim Benjeloun Twimi au sein de Bank of Africa lorsqu'on réalise qu'il perçoit son travail de banquier comme une participation active et positive à la vie de la cité. Le groupe Bank of Africa fut parmi les 20 institutions financières de par le monde à lancer également les principes du Positive Impact Finance, c'est-à-dire un engagement international qui exhorte à rechercher à travers leur activité de financier un impact positif, puisse-t-il être dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'environnement ou dans le domaine social. Je suis très heureuse et honorée de recevoir Brahim Benjeloun Twimi. Monsieur Benjeloun Twimi, bonjour. Bonjour. Un énorme merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de votre invitation. Nous sommes le 16 décembre 2020, une année particulière avec la crise sanitaire et une période de conseil. Donc, encore une fois, merci d'être parmi nous. Alors, on vous connaît comme le numéro 2 de BMCE Bank of Africa, avec vos 30 ans de carrière au sein du groupe. Pouvez-vous vous présenter personnellement ? Alors, Brahim Benjeloun Twimi, je suis quelqu'un qui a vécu à Fès jusqu'à l'âge de 17 ans, qui est parti en France de 17 ans jusqu'à 30 ans. Je suis économiste de formation, docteur en monnaie finance banque de Paris 1, de la Sorbonne. Et voilà, je suis quelqu'un qui est, je dirais, de vocation plutôt internationaliste, même si je suis, alhamdoulilah, grâce à Dieu, très attaché à mon pays et patriote, je pense, et même d'une lignée de cette sève-là, mais j'adore l'ouverture, j'adore le métissage des cultures, j'adore ça, j'adore les fécondations, les civilisations, même humaines, même fécondations, métissage réel, parce que pour moi c'est une recette mais absolument infaillible de réussite, le métissage. On le voit, je crois que Alexis de Tocqueville en avait parlé pour les États-Unis avant que ça devienne la première puissance mondiale. Il en avait parlé aussi pour la Russie, l'empire qui est devenu l'empire soviétique. Donc voilà. Si je disais vous êtes père également, je pense, rapidement sur la partie personnelle et familiale. Vous avez des enfants ? Oui, alors j'ai 3 enfants avec une différence d'âge, un petit peu comme s'ils étaient trois enfants uniques. Ma première est Alia, qui a 32 ans bientôt, Inch'Allah, qui est mariée. Je suis grand-père, j'ai la chance d'être grand-père.
Félicitations. Allah ybarak fik, alors elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait une école privée de commerce et du droit à Paris 1, à la Sorbonne, et même des études de sondage d'études de sondage. J'ai Khalil qui va être diplômé à la fin de l'année de l'EM Lyon, donc ces fameuses écoles parisiennes, même si c'est à Lyon. Et puis le petit dernier va avoir, Inch'Allah, son baccalauréat. D'accord, très bien, merci. Alors, vous l'avez dit, vous êtes docteur en monnaie, finance et banque de l'Université Paris 1 Sorbonne, et vous travaillez en plus dans le même domaine depuis, on va dire, le début de votre carrière. À partir de quel moment avez-vous fait un choix conscient d'orientation animé par ce qui vous anime, ce qui vous inspire? Écoutez, moi, ça a été, c'est en fait dès l'enfance et l'adolescence. La banque, certainement pas que j'y pensais, que j'y serais. Je ne suis pas d'une lignée de banquier. Mon père était un avocat et c'était un ancien ministre, un ancien signataire du manège de l'indépendance. Non, c'est plutôt les faits économiques, les faits sociétaux. J'ai toujours été passionné par les relations internationales. Et donc c'était davantage, je dirais, des choses publiques, le bien commun, le collectif. Et donc ça m'a orienté naturellement vers à l'époque ce qu'on appelait la branche B, économie, même si je n'étais pas mauvais en maths, j'étais plutôt bon en maths. Mais j'ai fait véritablement et volontairement la branche B. Et puis j'étais encore une fois un féru des relations internationales et tout ce qui est multilatéral. Et j'ai toujours imaginé que je serais dans un organisme international. C'est incroyable. Je me souviens, j'étais à Fès et je parlais déjà des Nations Unies qui auraient une antenne à Fès, pour vous dire. Et donc, quand j'étais doctorant, je préparais mon doctorat, j'ai eu la chance, en candidatant, d'être retenu parmi 25, c'est un programme qui existe jusqu'à aujourd'hui chaque année, parmi des milliers à travers le monde pour effectuer un stage au Fonds monétaire international. Et donc j'avais vu totalement ma carrière dans des organismes internationaux, parce que je disais que j'ai la chance d'avoir été boursier du gouvernement marocain, donc d'être redevable vis-à-vis de mon pays. Il fallait que je le serve. Mais je considérais, après avoir eu une famille qui a quand même été qui a servi le pays, de dire je serai au service de la communauté internationale. On sert son pays de cette manière aussi. Les choses ont décidé autrement. On s'était vraiment préparé avec mon épouse que j'ai connue très tôt, lorsqu'on était déjà au lycée, qu'on serait probablement en train de vivre à New York, à Washington. Mais je ne sais pas, il y a eu une publicité en France qui parlait de, pardon, je fais une marque, je cite une marque, mais je sais, elle n'est pas commercialisée au Maroc, qui s'appelle Canada Dry. C'est-à-dire qui est exceptionnel en évoquant le fait que ce Canada Dry, ça ressemble à de l'alcool, c'est même la bouteille comme de l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Ben, ma vie professionnelle a été du Canada Dry. Ça a tous les attributs de ce que l'on peut voir de l'extérieur, comme supposément du succès, de la reconnaissance, mais ce n'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé, mais je ne m'en plains pas. Pourtant, quand même, c'est un doctorat en monnaie, finance, et vous êtes dans la banque oui, depuis, c'est vrai. à part ce passage, effectivement, à Washington. C'était une orientation très multilatérale. C'était soit des banques centrales, soit des fonds monétaires internationaux, soit de la Banque mondiale. Ce n'était pas de la banque, c'était, je dirais, dans monnaie, finance, banque, c'était davantage monnaie, finance que banque. C'est-à-dire c'était des préoccupations macroéconomiques, davantage que microéconomiques et bancaires. Tout à fait. Donc du coup, quand même, qu'est-ce qui vous a attiré néanmoins quand vous avez rejoint BMCE Bank, et surtout, qu'est-ce qui a fait votre rétention? Parce que c'est une très belle carrière, j'ai parlé de 30 ans en C'est clair. J'avais commencé déjà en France, après le FMI, je suis rentré dans une banque qui maintenant a été absorbée par BNP, c'est BNP Paribas, et j'étais dans les salles des marchés. Mais auparavant, j'étais chez un agent des marchés interbancaires, ce qu'on appelle un courtier, en marché interbancaire. Pourquoi? Parce que nous avions beaucoup appris dans mon doctorat, enfin dans le DEA avant le doctorat, tout ce qui était innovation financière. Et en France avait commencé le marché à terme des instruments financiers. Et j'avais eu la chance de rentrer chez un courtier interbancaire pour être courtier sur ces marchés, ce qui s'appelait le MATIF. Et donc lorsque je suis rentré à Paribas, j'étais dans une salle des marchés. Je suis quelqu'un qui a passé 4 ans en salle de marché avant de rentrer au Maroc. Alors le Maroc, ça a été le choix d'hommes. Je crois que il y a des personnes, d'ailleurs, vous m'avez posé la question de la rétention. La rétention a été une question d'hommes. L'entrée au Maroc est un choix d'hommes. Et donc, c'est certainement
la personne du président, ce qu'il représente. On travaille avec des hommes et des femmes, mais on travaille davantage qu'avec des institutions. Et la rétention a été, je dirais, ce climat de liberté et d'intrapreneuriat. D'accord, très intéressant. Donc l'intrapreneuriat et l'inspiration des personnes... Pour pouvoir faire à l'intérieur d'une société organisée, de prendre un certain nombre d'initiatives ou d'inspirer des initiatives ou travailler sur des initiatives présidentielles qui ont été extrêmement diversifiées, qui ont été en même temps de la banque pure, mais de la banque qui a du sens, la finance durable, la responsabilité sociale d'entreprise, la fondation avec la philanthropie. J'ai la chance depuis 20 ans d'être administrateur de la fondation BMCE, donc d'avoir été associé dès l'origine au programme Madrasatkoum de construction et de gestion d'écoles rurales, la fondation que préside Dr Leila Mziane-Benjelloun. Donc vous travaillez d'abord avec des hommes et vous restez aussi pour des femmes et des hommes qui vous entourent, que vous aimez, que vous appréciez, qui vous le rendent. Et ça a été un moteur formidable. Et puis, je terminerai là-dessus. On peut servir son pays de plusieurs manières. Vous n'avez pas eu besoin d'être à Rabat, ni d'être dans un ministère, ni même ministre. Et c'est peut-être ça la grande leçon de la vie professionnelle. On peut être au service du bien commun, du bien collectif, et en même temps, le chemin vers cela peut être profitable parce que nous le faisons d'une manière raisonnée qui est profitable, c'est-à-dire qui génère de la valeur, qui crée de la valeur, qui crée des profits même, qui permet de financer justement la philanthropie, etc. Et vous pouvez rendre service à la collectivité en même temps. Absolument. Alors, on vous décrit souvent comme un banquier ambitieux, mais aussi discret et surtout fidèle. Quelles sont, selon vous, vos plus grandes forces et vos atouts qui ont favorisé ce succès ? Écoutez, très sincèrement, ambitieux pas pour moi-même, moi, je vous assure, Alallah, ce n'est pas de la démagogie, je n'ai jamais été porté par l'ego ni par l'intérêt personnel. Vous savez, il y a une expression juridique qui a été créée, qui s'appelle pas d'intérêt, qui dit pas d'intérêt, pas d'action, mais on l'a créée pour lorsqu'on est en justice. Il y a des gens qui sont des professionnels qui n'ont pas d'intérêt personnel, pas d'action. C'est-à-dire, je ne contribue pas, je n'aide pas. Grâce à Dieu, je n'ai jamais été, même pas effleuré par ce genre de choses. J'ai toujours été porté par des objectifs qui dépassent ma personne. C'est une ambition collective. C'est une ambition collective. Pour le groupe, quand c'était des sujets collectifs communautaires, c'était communautaire. Et donc, je dirais, ma force, je crois que ça a été le travail. Certains disent quelles sont vos recettes du succès, c'est le travail, le travail. Mais je dirais quand même, le travail, la passion mise au service du travail. Et pardon de le dire, et je le dirai surtout s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ne vous mettez pas en équation personnelle, je vous en supplie. Ne prenez pas cette histoire de pas d'intérêt personnel, pas d'action. Ne jugez pas les choses à l'aune d'eux. Et qu'est-ce que ça peut m'apporter? Est-ce que j'ai intérêt à défendre telle idée? C'est le meilleur chemin vers l'échec, ou en tout cas un succès temporaire, ou en tout cas du feu de paille. Il faut être long-termiste, il faut être marathonien, il faut pas être un sprinter. Il faut être porté par le long terme. Au même titre qu'on parle d'un capital patient, il faut un professionnel patient. Il faut se projeter. Vous savez, on parle des hommes d'État, on dit les hommes d'État, quand on les compare aux politiciens, on parle d'un politicien qui regarde la prochaine élection. Un homme d'État regarde la prochaine génération. Eh bien, il me semble qu'un véritable manager prépare ses successions. Un véritable manager a le souci des futures générations de managers. Ce n'est pas quelqu'un qui s'enferme dans l'ego. Et je crois que, pour parler de l'élément féminin, paradoxalement, peut-être l'ego existe moins chez l'élément féminin. Les hommes, dans la mesure où ils ne sont pas multitasks, ils ne sont pas multiprocesseurs. Ils sont trop autocentrés et donc l'ego est au centre de leur comportement et parfois la jauge de leur comportement. Peut-être parce que les femmes ont la possibilité de s'occuper du foyer, de leurs enfants, même si vous pouvez avoir des hommes plutôt soi-disant qui aident, elles ont la possibilité d'avoir plusieurs facettes à leur personnalité et de ne pas être au centre. Elles se sacrifient, elles ont donné vie, etc. Et donc peut-être que professionnellement, elles ont moins cet égo-là. Donc je recommanderais aux jeunes, pardonnez-moi, je ne voudrais pas être donneur de leçons, mais sur la foi, de mon expérience,
j'ai été, grâce à Dieu, porté. Ma propre personne ou mon propre succès ici, on peut le juger supposément, alors que le succès est un voyage, ce n'est pas une destination. Et le succès n'est pas matériel, il est dans un épanouissement. Mais j'ai toujours été porté par autre chose que moi-même. Mon intérêt personnel a été servi dans un intérêt collectif. J'ai vu peut-être parfois des courbangies en disant, mon Dieu, quelqu'un qui regarderait, j'ai défendu des choses qui ne correspondaient pas à mon intérêt, mais ça ne correspondait pas à mon intérêt immédiat. Ça ne reflétait pas cette vision long-termiste, ça ne reflétait pas... J'ai défendu des positions qui reflétaient sans doute de l'intégrité, de l'honnêteté intellectuelle, du désintéressement. Parce qu'il faut, moi le banquier financier, où l'on a l'habitude, de par notre profession, d'être, comment dirais-je, d'avoir une bonne dose de cynisme. Ce cynisme n'est pas un défaut, c'est une analyse. Vous devez être froid parce que vous travaillez avec l'argent des autres, l'actionnaire, les déposants. Vous ne pouvez pas être, voilà, peace and love. Mais avoir en même temps cette capacité d'avoir le recul, d'être froid, et de mettre du sens, et de mettre de l'humain. Je pense que c'est cette conciliation qui m'a porté, qui m'a fait défendre des idées, ou qui m'a fait épouser des idées qui ne correspondaient pas nécessairement à « et moi dans cette affaire, qu'est-ce que je deviens ?» Je me fichais, j'avais foi dans quelque chose qui me porterait. Naturellement, ça a été le cas. Je vous assure que les positions que j'ai occupées et que j'occupe, je ne les ai pas mises comme objectif. Ma vie professionnelle a été ce Canada Dry. Parce que moi, ce n'était pas ça que j'avais envisagé pour moi. Mais je m'en suis accommodé, j'essayais de m'y épanouir, de trouver du sens à ce que je faisais. C'est intéressant. Donc si on résume un peu, je dirais votre force de travail comme ingrédient du succès, votre passion, la patience, le souffle, la vision et la notion de contribution à l'intérêt collectif et le besoin de donner du sens. Absolument. Ceux qui diraient, écoutez, j'ai eu de la vision, de la vista, et puis j'étais opportuniste, j'ai surfé, ils ne surfent pas très longtemps, n'est-ce pas? Dire que je suis en dilettante, ça m'amusait, je ne travaille pas beaucoup. Le travail est fondamental, parce qu'il est formidable avec le travail, c'est que vous devenez de plus en plus productif. Des choses que je faisais il y a quelques années en 5 jours, vous les faites en 1 heure. Je n'exagère pas. Vous devenez de plus en plus performant. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'ai toujours la métaphore de cet illusionniste qui fait un geste. On dit « waouh, c'est facile, c'est rapide ». Mais qu'est-ce qu'il a mis comme temps pour y arriver? Eh bien, c'est un petit peu cela. Je vous l'ai dit en vous recevant tout à l'heure hors caméra, ce qui m'a touchée effectivement, c'est cette passion que vous dégagez. J'aimerais savoir, alors on vous connaît pour votre engagement pour la finance durable, pour la responsabilité sociale, pour l'entrepreneuriat féminin en Afrique, mais pas que, l'entrepreneuriat en général. J'aimerais savoir précisément ce qui vous anime, M. Benjelloun Touimi, ce qui vous drive en fait. Je crois, encore une fois, et vous l'avez dit, merci pour rappeler ces engagements, parce que ça m'a porté professionnellement, ça m'a donné du sens, ça a représenté de l'oxygène lorsqu'on pouvait étouffer d'être dans des choses répétitives, mais je n'ai jamais été dans le répétitif, mais qui aurait pu. Qu'est-ce qui m'a drivé? La volonté de bien faire, non pas d'être perfectionniste, mais de bien faire, d'être à la hauteur de ce que moi-même j'ai comme idée. C'est-à-dire, vous pouvez donner du sens, pardonnez-moi, avec tout le respect que je peux avoir pour les nettoyeurs de surface. On peut donner du sens même à celui qui est en train de faire du nettoiement dans une rue. On peut inspirer, inspiring, être inspirant est quelque chose de formidable. Je trouve que l'une des plus belles choses que j'ai pu vivre personnellement, c'est lorsque des gens, des collègues, 3 ans, 5 ans, 7 ans plus tard, vous remontent des choses que vous avez dites, disant « Monsieur Benjelloun, vous nous avez dit, ça m'a marqué », ou que vous rencontrez beaucoup plus tard, qui a même quitté la banque, que j'ai retrouvé par exemple dans une position quand même assez, même très, je ne pourrais pas le citer, et qui dit « Je n'oublierai jamais le fait que vous m'ayez dit ». Je pense que c'est cela, c'est encore une fois faire de l'empathie en disant lorsqu'on va me demander conseil, je ne vais pas dire quel est l'intérêt, il faut que je retienne ce monsieur, qu'est-ce qui m'arrange. Non.
d'abord son intérêt. Quand je dis d'abord son intérêt, parce que je suis sûr que son intérêt peut être concilié avec l'intérêt de l'entreprise. Et si je me rendais compte que ça ne pouvait pas l'être, je disais non, je pense que vous feriez bien de faire telle chose. Et ça, c'est vrai que c'est parfois désarçonnant pour ceux qui seraient très sectaires, qui seraient très corporate. Je n'ai jamais été quelqu'un, je vais vous faire un petit clin d'œil, je peux appartenir à l'équipe du We Dead. Je parle du We Dead parce que notre famille a été fondatrice du We Dead. Mais je peux parler du MAS parce que j'ai grandi à Fès. Mais je pense toujours à l'équipe nationale. On peut être BMC Bank of Africa, maintenant depuis le 5 mars, Bank of Africa. On peut être BCP, Tijeri, BMCI. À un moment, on se retrouve, et on l'a vu dans cette histoire de Covid, à un moment, on se retrouve en équipe nationale. À un moment, on se met tous d'accord. Je ne parle pas de ma personne, je parle de tous ceux qui ont contribué, notamment les présidents des banques, le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances. Ils se sont retrouvés dans une équipe nationale. Ce n'était plus la Bank of Africa et chacun tire. Et je crois que c'est cet aspect-là, moi, qui m'a toujours métier. Un moment où vous sublimez votre propre mission, qui est très corporate, vers quelque chose d'au-delà. Oui, qui dépasse un petit peu. Absolument. Et de l'expliquer à ceux qui sont autour de vous. Absolument. Pour les donner embarquer du sens. avec le même. Absolument. La Et même puis, intention. j'ai appris à aimer un certain nombre de métiers que je ne connaissais pas, notamment celui de banquier, mais également dans le banquier, des gens qui sont ce qu'on appelle le factoring ou des gens qui ont fait l'assurance crédit, en disant, les banquiers, c'est comme le médecin de famille ou, dans la religion chrétienne, dans les villages français, européens, le prêtre qui était confesseur. Vous pouvez tisser des liens exceptionnels. Vous avez une crédibilité. Quand je dis crédibilité, les gens déposent chez vous leur argent, ils ont besoin de vous. Donc vous êtes obligé d'accéder à parfois des secrets que peut-être ils ne partagent même pas en famille. Je pense que c'est une si belle responsabilité qu'il faut la sublimer pour pouvoir précisément, tout en servant les intérêts de l'institution. Vous servirez mieux les intérêts de l'institution en servant les intérêts de ce client et parfois en lui faisant prendre des non-décisions qui vont dans son intérêt. Et je crois que cette alchimie de concilier des intérêts qui semblent être « oui, moi c'est le banquier, lui c'est l'intérêt, comment je peux tirer ?» en essayant et c'est pour ça que je suis si intéressé par l'entrepreneuriat, si intéressé par ce programme qui a été lancé par le souverain à travers son discours au Parlement, parce que ça peut être quelque chose d'exceptionnel que d'aider des entrepreneurs, mais pas par l'argent seulement, par un écosystème, par les CRI, ce qu'on va permettre les CRI, parce que nous faisons, nous, dans l'accompagnement des entrepreneurs, par le prix que nous avions, pré-crise, créé pendant 4 éditions, qui est l'African Entrepreneurship Award. Vous pouvez donner du sens à ce que vous faites. Moi, pour ma part, je crois à une finance qui a du sens. Parce qu'une finance qui n'a pas de sens, n'a pas de sens. C'est une répétition, mais c'est cela. Elle n'aurait pas de sens. On l'a vu en 2008 avec la crise. Lorsque la finance a commencé à fonctionner pour elle-même, on investissait sans savoir dans quoi on investit. À un moment, ça fait des choses catastrophiques. Vous avez des banquiers voyous comme il en a eu aux États-Unis, et ça s'est traduit par des gens qui ont perdu leur maison parce qu'ils se sont endettés et qu'il y a eu une espèce de fuite en avant financière. Mais et ce qui est formidable dans ce qui se passe dans la finance actuelle et la finance post-Covid, vous la sentirez encore plus, mais on a eu la chance d'être visionnaire dans notre groupe et d'avoir commencé la finance durable dès 2008, c'est que cette finance qui a du sens, c'est une finance qui cherche à dire « je veux savoir quel est l'impact de ce que je suis en train de faire ». Et vous avez un certain nombre de banques internationales, dont la nôtre, dans le cadre des Nations Unies. J'ai eu le plaisir de participer à un panel il y a quelques jours, où il y a eu, par virtuel, où il y a eu 2000 participants de 35 pays, où nous nous sommes évertués à expliquer comment le financement d'un certain nombre de projets permettait de cocher, c'est-à-dire l'impact, d'un ou de plusieurs objectifs de développement durable parmi les 17 qui ont été établis par la communauté internationale en 2015 comme un programme de gouvernement mondial. Éradiquer la faim, développer l'éducation, préserver l'environnement, préserver le milieu aquatique, le partenariat. Il y a 17. Et nous, dans Bank of Africa, c'est le nom depuis 5 mars, et sous l'égide du président Hatzman Mejloun, nous avons un rapport de développement durable où nous
mesurons, nous illustrons que ce que nous faisons dans tel ou tel domaine de financement permet de cocher, c'est-à-dire d'impacter chacun des 17 objectifs de développement durable. Voilà comment vous pouvez concilier un chemin, je dirais, mercantile, un cheminement mercantile qui va créer de la valeur, créer des profits pour servir un intérêt collectif. C'est cela l'avenir de la finance. Une finance qui n'aurait pas ce sens-là va se heurter à des comment dirais-je, à des obstacles réglementaires, parce que si vous ne le faites pas volontairement, à un moment ou à un autre, la réglementation internationale va vous obliger. On l'a vu par ce qu'on appelle le corporate finance. Lorsque vous financez de très grands projets, vous êtes obligé de faire une étude d'impact environnemental. Ça a commencé avant la COP quelque chose. Maintenant, sur beaucoup d'aspects, pas seulement la préservation de l'environnement, pour le financement du climat, il va y avoir cet impact. Qu'est-ce que j'impacte dans ce que je fais? Et donc, nous donnons du sens à ce que nous faisons. Qu'on soit banquier, qu'on soit industriel, qu'on soit même, je dirais, dans le privé, même quand vous êtes médecin, ben vous êtes en train de contribuer à l'un des 17 objectifs de développement durable, qui est d'améliorer le bien-être et la santé des populations. En donnant du sens, vous donnez du sens à votre vie. D'ailleurs, on va voir le lien. Et vous pouvez vous y épanouir. Complètement, complètement. Dans ce qui vous inspire, vous avez parlé beaucoup de sens, Monsieur Benjeloun Touimi, et on sent que ça fait partie des choses qui ont dû vous épanouir sur ce chemin que vous décriviez si bien. Du coup, j'aimerais savoir, c'est quoi votre définition? C'est important pour nous qui voyons un lien direct entre l'épanouissement et la performance d'un individu. Quelle est votre définition de l'épanouissement? Et justement, voyez-vous un lien entre le fait d'être épanoui et de performer au mieux? C'est clair. C'est parce qu'on est épanoui qu'on est performant. Et l'épanouissement, ce n'est pas de la béatitude, c'est beaucoup d'épreuves de travail. Mais l'épanouissement, c'est être conforme à ses principes et à ses valeurs. C'est de ne pas être en train de faire quelque chose qui va à l'encontre de ses propres convictions. L'alignement. L'alignement. Pour moi, c'est la colonne vertébrale de l'épanouissement. On peut imaginer l'épanouissement, bon, bien sûr, quand on a la possibilité d'être vraiment dans une ambiance, je fais un clin d'œil Google, dans le milieu professionnel tel que... Non, je vois vraiment l'épanouissement, un alignement de valeurs. Et donc, on va être performant parce que on ne compte pas son temps, on ne compte pas son énergie, on est foisonnant d'initiatives, d'idées, on capte vous inspirez des gens qui viennent comme un magnet se joindre à vous, ils croient en vous. Alors c'est intéressant, vous avez parlé sur ce chemin des épreuves, sur le schéma de l'épanouissement, c'est indispensable. Quelle est justement la plus grosse épreuve, Monsieur Benjeloun Touimi, que vous ayez vécue et les enseignements que vous en avez tirés? La plus grande épreuve a été la perte de mon père quand j'avais 17 ans, qui représentait role model. Ce n'était pas quelqu'un qui nous injectait des doses de patriotisme et d'intérêt collectif, mais qui représentait en lui-même, en n'étant pas dans le collectif, qui représentait tout, pas seulement pour ses enfants, mais pour une communauté. Je n'oublierai jamais l'article du Monde qui a été publié suite à sa mort. Ils ont juste titré avec le Roland Delcourt correspondant « Abdelkrim Benjeloun est mort ». Ça signifiait. Donc ça a été un role model considérable. C'était une plus grande épreuve parce qu'il a fallu, pour moi c'est un monde qui 17 ans, surtout que je suis parti mineur en France. Et que donc quand je suis revenu le 4 ou 5 janvier 1978, en sachant que j'aurais pu très mal tourner, je vous assure. Mais grâce à Dieu, les liens que j'avais déjà à l'époque avec ce qui représentera, ce qui a ensuite été mon épouse, mes amis, parce que j'ai des amitiés très fortes, je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans les valeurs de fidélité en amitié, ça m'a porté et ça m'a sauvé. Ça, c'était une épreuve. L'épreuve plus récente, ça a été là aussi un décès, celui d'un frère aîné qui a été un peu aussi le Khalifa, qui a eu un brillant parcours de Harvard, Georgetown et un pur produit de l'université marocaine en même temps, diplomate aux Nations Unies à New York et à Genève. Il y a juste quelques semaines. Il y a quelques semaines, il y a le 7 novembre. Alors justement, est-ce que vous croyez en la chance? Et si oui, quelle a été votre plus grande chance? Je crois dans la chance lorsque vous savez l'identifier et la saisir. C'est une rencontre, c'est un dialogue, c'est un dîner, c'est un échange et vous rebondissez dessus. Mais le travail ardu, le travail avec du sens
créez les opportunités de chance que vous transformez. Non, très sincèrement, en revoyant le film des événements, parfois je me dis, est-ce que je regrette d'être rentré au Maroc? Vous savez, quand grâce à Dieu et que Dieu les préserve, quand on a la chance d'avoir la famille que j'ai, je ne troquerai pour rien au monde un autre environnement dans lequel, alhamdoulilah, s'est épanouie ma famille et qui m'a épanoui à titre personnel. Et c'est ça, pour moi, la force, c'est sans doute ça. D'accord, d'accord. Plusieurs talents nous suivent et se demandent, en vous voyant aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait des qualités, des compétences comportementales particulières à avoir ou à développer pour réussir dans le secteur de la banque aujourd'hui? Dans le secteur de la banque, je crois qu'il ne faut pas que les gens confondent humilité qu'il faut avoir, humilité devant le savoir et devant ce qu'on doit apprendre, parce que la banque est une affaire de détails. La banque, ce sont des écritures qui peuvent mettre par terre une vie, qui peuvent être par terre une entreprise, une collectivité humaine. Il faut de l'humilité, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps savoir qu'on ne sait jamais qu'on ne sait pas suffisamment. Et donc toujours apprendre à savoir, ça me rappelle la chanson de Gabin, enfin je sais qu'on ne sait jamais. C'est qu'on ne sait jamais assez dans ce domaine. C'est dans tous les secteurs, ça. C'est l'importance de la formation continue, de se remettre en question. Il ne faut jamais dire je suis arrivé, ça je ne regarde pas, je ne rentre pas dans le détail. Ça c'est un travers très marocain. On a l'impression que plus on monte dans la hiérarchie, plus on ne rentre pas dans le détail. Eh bien non, dans le domaine de la banque, il faut être comme une caméra microscopique qui peut aller dans le détail du détail, qui peut faire paysage. C'est ça. On ne peut pas se permettre de dire non, moi je suis que juste paysage, parce que vous ratez l'essentiel. Merci beaucoup pour ce partage généreux, Monsieur Benjelloun Touimi. Vous avez vraiment transmis ce qui, moi, m'avait touché, c'est cette passion. Un grand merci et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup, madame. Merci de votre invitation.